Alors bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Merci de nous recevoir Avec plaisir. Chez vous. Et vous avez un appartement assez extraordinaire sur les toits de Paris. C'est mon mari qui l'a acheté en 73. Mon mari était beaucoup plus âgé que moi et c'était l'époque du trou des Halles, donc ça coûtait pas grand-chose. Ah ouais. Voilà, il a dû payer, ça fait 65 mètres carrés en tout, il a dû payer 75 000 francs à l'époque. Donc ça laisse rêveur quand on connaît le prix du mètre carré aujourd'hui. Oui, puis on voit tout Paris là. Oui, c'est agréable. Oui, c'est au 7e, c'est un étage surélevé par rapport aux toits environnants les plus proches, donc on a une belle vue, beaucoup de lumière. On voit un bout de la tour Saint-Jacques, on voit Beaubourg, on voit un bout de Notre-Dame, on voit de l'autre côté Saint-Eustache, le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur. Mais il faut se le gagner, il y a 7 étages sans ascenseur. Donc oui. Ça fait, il ne faut pas oublier le pain, quoi. Voilà. Alors Elisabeth, vous êtes arrivée il y a combien de temps au Halles? Je suis arrivée en 88. 88. Voilà, donc ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans, ouais. Parce que j'ai rencontré mon mari, voilà. C'est une bonne raison. L'amour de ma vie. Et donc j'habitais à Pau, et je suis venue vivre à Paris, et je faisais mes études à ce moment-là, donc je me suis inscrite à la Sorbonne en DEA et puis en doctorat. Voilà, j'ai poursuivi mes études ici et je suis venue vivre avec lui. Alors c'était le premier quartier de Paris que vous connaissiez? J'étais venue à Paris avant. Ouais. Voir des amis, enfin à différents endroits, mais et puis aussi c'était un ami de ma famille en fait, donc je lui avais emprunté cet appartement avant qu'on soit ensemble quand il partait en vacances, et je venais ici avec des copains, donc je connaissais bien ce quartier même avant d'y habiter, quoi. Et c'était qu'est-ce que vous avez eu comme impression quand vous avez découvert ce quartier la première fois? Alors, bien que j'y ai habité, mais de façon transitoire comme ça pendant les vacances, puis pendant les vacances il y a moins de monde, et je me rappelle que quand je suis venue vraiment ici pour m'installer, c'était en septembre 88, je suis restée 3 jours ici en haut, tellement les gens dehors, ça me donnait le tournis, quoi. C'est-à-dire cette idée qu'en sortant de la maison, il fallait s'insérer dans le flux des piétons, je trouvais ça terrifiant. En 88, il y avait déjà beaucoup de monde, il y a toujours eu du monde ici. Il y avait beaucoup de monde, les trottoirs ici, rue Saint-Denis, étaient plus étroits parce qu'ils n'avaient pas encore fait l'élargissement des trottoirs, ce qui fait que vraiment, sur le petit bout de trottoir qu'il y avait, c'était flux continu, il fallait regarder à droite et à gauche et s'insérer dans le flux des piétons. Donc ça, c'était un peu spécial, et puis bon, le Forum des Halles, quoi, une espèce de complexe comme ça, avec le premier forum. Voilà. Beaucoup de monde partout, le jour, la nuit. Moi qui viens de la campagne, entre-temps j'étais passé à Toulouse, j'avais une ville de taille intermédiaire, mais c'est vrai que c'était très impressionnant. C'est un quartier qui est connu pour la densité de sa foule. Hein. Voilà. Et alors l'autre chose aussi, c'est que on avait une grosse différence d'âge, il avait 30 ans de plus que moi, ce qui fait que dans les débuts, j'étais assez isolée parce que ses amis, ils avaient son âge, quoi. Et c'est quand on a eu nos 2 filles, donc la première en 90, la deuxième en 93, que donc nous les avons mises à la crèche des Halles, en face de Saint-Eustache, et puis après à l'école Saint-Germain-l'Auxerrois et à l'école de l'Arbre Sec, et là j'ai commencé à connaître des gens de mon âge, quoi, des parents d'élèves, voilà, et donc assez rapidement finalement, et c'est à ce moment-là que j'ai pu commencer à créer des liens dans ce quartier qui, sans ça, il y avait tellement de monde, tellement, c'est pas facile de retrouver des visages connus, quoi. Enfin, sauf quand on commence à connaître des gens justement par l'école ou autre, mais sinon c'est dans l'anonymat total. C'est pas un village, quoi. Même c'est pas un quartier d'une ville de province. Et donc c'est par l'école des enfants, enfin la crèche puis l'école, que j'ai commencé à connaître des gens et du coup à croiser des gens. Parce qu'une fois qu'on connaît des gens, ce qui est très bien, c'est que comme c'est un quartier piéton, on croise tout le temps. Tout le temps plein de monde. Nous, on s'est connus à travers le milieu associatif. Et vous avez réussi un truc qui est magnifique, qui est copié à droite à gauche, qui est main libre, avec la bagagerie. Moi, je me demandais comment vous êtes arrivé au début à avoir l'idée de faire ça. Enfin, qu'est-ce qui a motivé tout ça? Alors, main libre, c'est une histoire de poupée russe. C'est-à-dire, la première chose, c'est qu'à l'école Saint-Germain-l'Auxerrois, l'école maternelle,
un jour, la directrice a demandé aux parents qui jouaient d'un instrument de musique s'ils voulaient bien aller montrer le jour de la fête de la musique leur instrument aux enfants. Donc je suis allée avec mon accordéon, et puis elle m'a dit ah bah c'est sympa, revenez pour la fête de l'école, ça mettra un peu d'ambiance. Ouais. Donc j'ai joué de l'accordéon, et il y a deux pères d'élèves qui se sont approchés, et à tous les trois on a créé les Bachik Bouzouk. Donc c'est une chorale de rue participative, on doit les livrer aux gens qui chantent avec nous, et on va fêter les 25 ans cette année. Et alors voilà, on a créé les Bachik Bouzouk. Après, au sein des Bachik Bouzouk, on se voyait régulièrement pour chanter, pour faire des pique-niques sur le pont des Arts, ou après dans le jardin des Halles. Et en discutant du quartier, on disait il y a des dealers dans le jardin, il y a telle rue ça va pas, il y a tel machin, et c'est là qu'est née l'idée de créer une association de quartier qui s'appelait l'association Accomplir. D'accord. Et puis après, dans cette association Accomplir, on discutait des objectifs qu'on voulait se donner, qu'est-ce qu'on voulait. On voulait travailler sur la qualité de vie, et puis participer aussi sur le plan citoyen, quoi. Ouais. Et on a commencé à mettre dans nos objectifs qu'on voudrait faire quelque chose pour les SDF du quartier, parce qu'il y avait déjà, il y a 20 ans, comme aujourd'hui, beaucoup de SDF dans ce quartier, et on était tous malheureux de voir ces gens et de pas trop savoir quoi faire à part leur donner 1 euro. Bon, et puis... mais on mettait ça chaque année, mais on ne savait pas quoi faire. Et là-dessus, il y a une personne très importante qui est arrivée, qui s'appelle Françoise Abba, qui, elle, était chez ATD Carmonde. Ah oui. Et ATD Carmonde, ils ont une culture qui consiste à dire, il ne faut pas faire pour les gens, il faut faire avec les gens. Mm-hmm. Et donc, elle est venue, elle a adhéré à Accomplir, elle m'a demandé à rencontrer quelqu'un avant d'adhérer, donc c'était moi. Et elle m'a dit, j'adhère à votre association Accomplir parce que je vois que vous voulez faire quelque chose pour les SDF, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, écoutez, si vous avez une idée, parce que nous, on veut bien, mais on ne sait pas. Et alors, il y avait une chose qui existait et qui existe toujours, c'est un accueil qui est organisé par une association qui s'appelle Au Captif la Libération, qui est rue Saint-Denis. Et cet accueil se fait à la pointe Saint-Eustache, au bout de l'église, 2 ou 3 fois par semaine. Ils offrent des boissons chaudes, et puis tout le monde peut venir faire la SDF. Et il y a aussi des gens du quartier qui viennent. Voilà. Et alors, elle est allée là-bas, elle a pris des gens, une dizaine de gens autour d'une table, elle avait apporté son ordinateur pour prendre des notes, et puis elle leur a dit, écoutez, il y a un projet de rénovation qui va avoir lieu dans le quartier, est-ce que vous êtes au courant? Évidemment, les SDF sont toujours les derniers informés, donc personne n'était au courant, donc elle a expliqué un petit peu. Et elle leur a dit, dans ce cadre-là, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour vous, et de quoi vous auriez besoin? Et c'était ça la question importante, c'était de dire, allez demander aux futurs utilisateurs, quels sont les premiers besoins, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ça la base de la démocratie participative, c'est de dire... C'est la base du marketing aussi. Oui, aussi. Mais après, on a fait... Oui, après, on a d'ailleurs fait une étude de marché auprès des SDF du quartier sur les horaires, sur tout ça, c'était drôle. Et donc, sur les 10 personnes, sur les 10 personnes, il y en a 7 ou 8 qui ont dit... c'est pas des douches, il y en a un, c'est pas la machine à laver, il y en a... Bon, logement, c'est pas possible, enfin voilà. Ce qu'il y a, c'est un endroit pour poser nos bagages, parce qu'on a nos bagages sur le dos tout le temps. La nuit, pendant qu'on dort, on se les fait piquer. Du fait qu'on a ces bagages, on peut pas rentrer dans les magasins, on peut pas rentrer dans une bibliothèque, dans un cinéma, nulle part, dans un café, on se fait refouler partout, voilà. Et donc, poser les affaires en sécurité quelque part, et voilà. Et donc on a constitué un groupe de travail avec cette dizaine de SDF qui avaient parlé de ça. Et on s'est réunis tous les 15 jours, ça a duré je pense 1 an et demi avant d'ouvrir la bagagerie. Alors on a créé l'association au bout de quelques mois, donc ça c'était en 2006. Et on a ouvert la bagagerie en mars 2007. Ouais. Mais avant tu connaissais bien le quartier, tu avais bien vu aussi quels étaient les... personnes qui habitaient là aussi. Oui, alors par contre, là où ça a été très utile, c'est que l'association Accomplir avait un petit journal qui s'appelait La Lettre d'Accomplir, qu'on distribuait dans la rue, notamment sur le marché, et ça nous a permis de tenir les habitants informés de ce projet et de l'avancement de ce projet, de façon à éviter qu'il y ait une levée de bouclier au moment où on aurait ouvert le truc en disant on veut pas de ça, et puis ça nous a permis aussi de demander à aller présenter le projet dans les conseils de quartier, celui d'Éal et celui de Saint-Germain-l'Auxerrois et celui, on a tourné un peu. Et en mettant, et à chaque fois, alors c'était moi la présidente de l'association à ce moment-là, mais à chaque fois je mettais en avant des SDF qui venaient expliquer eux-mêmes leurs problèmes. Voilà. Et autant j'ai vu des gens qui étaient vent debout en disant ah non, ça va attirer encore plus de SDF, il y en a déjà assez. Et quand c'était un SDF qui arrivait avec son sac, qui leur disait sous-pesez mon sac, combien il pèse, voilà, c'est parce que c'est tellement lourd et tellement encombrant que je voudrais un endroit,
les gens ils disaient ah bah oui. Tu as démuni les oppositions. Voilà. Et ce qui a été génial, c'est au moment où on a été confronté à la question la plus épineuse, qui était de trouver un local, c'est Jacques Chavonnet qui a proposé une idée géniale qui consistait à dire que à ce moment-là, la mairie de Paris était en train d'essayer de créer des maisons des associations dans tous les quartiers. Et elle avait prévu d'en faire une sur la terrasse du Forum des Halles à l'époque, l'ancien forum. Et c'est Jacques qui a eu l'idée de dire mais la maison des associations là-haut, ça sera nul parce que les gens la verront pas, monteront pas là-haut. Par contre, il y a une brasserie, une ancienne brasserie, un ancien café, je sais pas quoi, au rez-de-chaussée. On pourrait mettre la maison des associations là en bas et la bagagerie sur la terrasse. Et comme ça, elle serait un peu à l'écart, elle ne dérangerait pas. Voilà. C'est lui qui a eu cette idée. Enfin, nous, plus exactement, on avait travaillé déjà sur ce local qu'on avait bien identifié. C'était une ancienne halte-garderie qui était fermée depuis des années. Mais tout seul, on n'y serait pas arrivé, quoi. Tandis que là, le fait que le Jacques, et à travers lui, le conseil de quartier, se saisisse de ça, on a organisé ensemble une visite avec les élus de l'hôtel de ville. Et puis, autour de la table, tout le monde a dit, bon, la maison des associations, on peut attendre encore un an. Par contre, la bagagerie, il faut le faire très vite. Et comme ça, on a eu le soutien du quartier, ce qui est très important. Parce qu'il y a plein de projets de ce genre qui échouent parce que les habitants disent, ah non, pas ici. En fait, vous avez fait le tour de tous les habitants, vous leur avez posé la question. Voilà. Vous avez fait connaître le projet avant, quoi. Voilà. Et même chose auprès des élus, on est allé voir à chaque fois, on se déplaçait, il y avait 7 ou 8 SDF qui venaient, et puis moi je leur disais, allez-y, expliquez le truc. Et c'est beaucoup plus convaincant quand c'est les utilisateurs eux-mêmes qui expliquent quel est le problème, quoi. En fait, donc c'est parti finalement. Cette idée de ton intérêt pour le quartier à travers tes enfants et les gens que tu as rencontrés à l'école, après tu as des enfants, après tu connaissais des SDF, après tu t'auras posé... Non, je connaissais pas de SDF. Non, les premiers que j'ai connus, c'est ceux qui ont été amenés par Françoise Abba, qui les avait, elle, rencontrés. Moi, j'étais pas dans les... ATD Carmonde aussi. Alors, elle a porté cette culture d'ATD Carmonde, qui est de dire... alors, ça a conduit à des choses très concrètes, qui sont que la bagagerie ne fonctionne que grâce au SDF, c'est-à-dire qu'ils participent à la fois à la gestion quotidienne, donc il y a des permanences d'accueil le matin de 7h à 9h et le soir de 20h à 22h, tous les jours, 365 jours par an, donc il faut être 3 à chaque permanence pour accueillir, prendre les bagages, les ranger, préparer le café, faire le ménage à la fin, enfin il y a pas mal de tâches à faire, et surveiller que tout se passe bien, et c'est indifféremment, ça peut être indifféremment des SDF ou des ADF, alors les ADF c'est avec domicile fixe, donc des personnes comme moi, qui font la permanence, et il peut y avoir un soir 3 SDF, le lendemain matin 2 SDF et un ADF, après bon, sauf que pendant l'été, tous les ADF partent en vacances, c'est les SDF qui tiennent la maison. Et sur l'année, les SDF font entre 2/3 et 3/4 des permanences. Donc ça vient de la culture de la TD Carmonde, c'est de dire on fait avec. Et ça marchera d'autant mieux que les gens, du coup, ils s'approprient la structure, ils la font fonctionner, ils sont préoccupés de dire bon bah là ça part en sucette, ce truc, il faut surveiller, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Et alors, ils font la gestion quotidienne, mais ils participent aussi au conseil d'administration, qui se réunit une fois par mois. Donc c'est une gestion, il n'y a pas un bureau qui prend des décisions, je ne sais pas où. C'est vraiment toutes les décisions sont prises au sein du conseil, qui comprend 7 SDF, 7 ADF, 2 anciens usagers et 5 associations partenaires, qui sont les associations qui font le suivi social des SDF sur le quartier, quoi. Ce qui est génial aussi, c'est qu'avec ce projet, et en donnant des responsabilités au SDF, on s'aperçoit aussi que le SDF, c'est pas forcément quelqu'un qui sait pas rien faire. Il y a des tas de SDF qui ont des compétences et qui demandent bien sûr. uniquement... Moi, j'ai vu toutes sortes de métiers dans la rue, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça touche... on n'est plus du tout dans le clochard d'autrefois qui était quelqu'un, enfin qui pouvait être quelqu'un qui avait plus ou moins choisi ce genre de vie, et puis voilà, là c'est pas du tout ça, c'est des accidents de parcours de gens qui sont quelquefois diplômés, enfin c'est étonnant, quoi. Et puis il y a aussi des gens qui viennent de l'étranger et qui sont en difficulté, mais qui bossent tout qui sont en capacité de tout à fait. Et donc là on leur donne des responsabilités, puisque on leur demande assez vite, tous ceux qui sont capables physiquement et sur le plan psy aussi, qui sont capables d'effectuer des tâches, on leur confie assez vite, au bout de quelques semaines. Ensuite, ils peuvent se faire élire. Et puis, il y a aussi des activités qu'on mène en dehors de la bagagerie. Donc, il y a notamment un vide-grenier qu'on fait depuis des années avec la mairie du 2e, rue de la Banque, place de la Bourse et place des Petits Pères. C'est une grosse opération sur 2 jours avec 300 stands.
Et là, c'est moi qui gère ce genre d'opération. On doit être 25 bénévoles, dont les 2/3 de SDF, quoi. Et pour eux, c'est super parce qu'ils participent à un projet. Les gens savent pas forcément qu'ils sont SDF, ils ont les insignes de l'association, et puis ils font le marquage, ils font le filtrage des voitures, on met les barrières, des trucs comme ça, c'est des tâches sur 2 jours, et ça permet de gagner de l'argent pour l'association, mais ça permet aussi de donner des responsabilités. Voilà, puis de s'inclure un peu dans le quartier, quoi, d'être sur le terrain, de faire quelque chose de positif, de faire quelque chose pour le quartier. C'est très gratifiant, tout le monde est content. Voilà. Est-ce que tu peux déjà dire que, vu l'expérience que tu as avec les personnes de la rue, on peut s'en sortir? Ah bien sûr. Oui. Alors moi j'ai une culture d'évaluation, c'est-à-dire que dès le début, on a coché chaque jour qui venait et qui venait pas, de façon à faire des stats. Chaque mois au conseil d'administration, on regarde si une personne n'est pas venue, on essaye de savoir est-ce qu'elle est malade à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe. Donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas un casier qui soit abandonné, parce qu'il y a la file d'attente. Hein. Donc si quelqu'un disparaît complètement du paysage, on attend plusieurs mois, hein. Mais si quelqu'un disparaît, on va trier ses affaires, garder les choses précieuses, les papiers, et puis se débarrasser du reste pour pouvoir accueillir une autre personne. Et grâce à ces statistiques, à la fin de l'année, on fait une évaluation. Alors on fait une évaluation comme toutes les associations, sur le plan financier, sur le plan de la fréquentation, sur le plan de tout ça, mais on regarde aussi ce qu'on appelle l'impact social, c'est-à-dire est-ce que pour chaque personne, on va voir, c'est 1 ou 2 personnes qui s'occupent de ça, on va voir nos partenaires qui font le suivi social, et on leur demande, voilà, monsieur untel, est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'il soit à la bagagerie, pour lui cette année, ça a été un impact très positif, pas tellement d'impact, ou bien c'est pas mesurable parce qu'en fait il est là que depuis 15 jours ou quelque chose comme ça. Et on note qu'il y a toujours, depuis le début, il y a toujours eu plus de la moitié des gens pour qui c'était très positif ou positif. Alors très positif, c'est la personne a retrouvé un travail et ou un logement. Alors, ou un logement ou un hébergement durable, donc ça c'est objectif, hein, voilà. Positif, c'est la personne a trouvé quelque chose mais qui n'a pas duré dans l'année, ça a duré quelques mois, ou quelqu'un qui a commencé à se soigner, par exemple, parce que vous avez des gens qui sont dans un état terrible, donc quelqu'un qui est allé à l'hôpital, qui pouvant déposer ses bagages quelque part, parce qu'à l'hôpital non plus, on ne peut pas aller avec 25 sacs. Hein. Et donc, la personne a entrepris de se soigner, elle a entrepris des démarches, de faire des papiers, c'est mise en mouvement, quoi. Donc ça, c'est positif, et très positif, c'est quand on a... Et chaque année, il y a au moins 10 à 12 personnes qui sont dans le critère très positif, c'est-à-dire logement et ou travail. Enfin, logement, ça peut être un hébergement, hein, parce que souvent, il faut passer plusieurs étapes avant d'arriver à un logement. Et les deux, c'est toujours supérieur à la moitié, quoi. Donc, après, il y a des personnes pour qui on ne voit pas de différence. Mais moi, au début, ça me décourageait un petit peu. Tu ne peux pas avoir 100% de réussite. Non, mais au début, ça me décourageait parce que je me disais, il y a des gens, ils sont là, on les aura pour toujours, parce que ils vont jamais sortir de la rue. Et puis, à ma grande surprise, il y a des gens qui sont restés 7 ou 8 ans et qui sont sortis de la rue. Ça veut dire qu'il y a des gens... Quand on est à la rue depuis 15 ans, 20 ans, il ne faut pas croire qu'on va sortir en 1 an ou 2. Hein. C'est un travail de longue haleine. Il faut reprendre confiance en soi. Les projets qu'on mène au sein de la bagagerie, ça peut contribuer aussi, parce que c'est des projets collectifs. Donc, on les réussit ensemble. Si on les rate, ce qui n'arrive normalement pas parce qu'on les travaille bien, mais si on les ratait, ça serait ensemble. C'est moins dur à porter quand c'est ensemble, un échec, que si c'est un échec personnel. Et donc petit à petit, ils retrouvent du courage et de la confiance en eux pour faire des démarches personnelles. Et c'est comme ça que, de temps en temps, de façon imprévue, on voit quelqu'un qui, ça y est, il se met en route. Et, voilà. Et d'où une décision qu'on a prise dès le début, qui est de dire... on ne met pas de limite au fait de donner un casier, c'est illimité. D'accord. Parce que peut-être que ça va prendre 3 mois, peut-être ça va prendre 6 mois, 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans. Je ne crois pas qu'on ait encore le cas de quelqu'un qui soit resté 10 ans, mais peut-être. Mais si on leur dit « Ah ben on vous donne le casier pour 3 mois ou pour 6 mois », ils vont rien commencer du tout. Parce qu'ils savent que dans 3 mois ou 6 mois, il va falloir refaire. Il va falloir tout recommencer à zéro. Donc ils ne se mettent pas en route. Alors que là, une fois qu'on a pris leurs bagages, qui sont en sécurité, qui savent que matin et soir, ils vont pouvoir venir retrouver un collectif qui est quand même chaleureux, qui est sympa. Voilà, tu leur donnes une sécurité en fait. Voilà, et ça les met dans un... Parce que moi je suis très opposée, j'ai entendu ça encore récemment, à une vision libérale au mauvais sens du terme, qui consiste à dire « Ah oui, mais les SDF, il ne faut pas trop les aider parce que sinon ils vont avoir envie de rester dans la rue, alors que si on les aide un peu mais pas trop, ça va les remuer pour qu'ils sortent de la rue. » C'est le contraire absolument.
qui peut avoir envie de rester dans la rue? C'est un enfer, la rue. C'est horrible, la rue. C'est une souffrance, ça abrège la vie des gens tellement c'est horrible. On est compte les morts de la rue. Hein, bah, bien sûr, ils meurent jeunes. Et puis c'est une violence. Quand vous dormez dehors, vous êtes à la merci de n'importe quel type qui vient vous mettre un coup de pied dans les côtes. C'est très violent. Et donc, mais par contre, quand vous avez subi des tas d'échecs successivement dans votre vie, c'est très dur de retrouver l'énergie, de tenter à nouveau quelque chose. Donc ça prend du temps. Et ça, il faut le comprendre. Il faut créer au contraire un climat de bienveillance, de sécurité et d'encouragement et d'amitié qui fait qu'à un moment, la personne va se dire « et si j'essayais à nouveau de faire quelque chose ?» Voilà. Et c'est pas coup de fouet, c'est pas en menaçant de dire « ah, tu vas perdre ton casier si tu te... » Non, ça marche pas du tout. Il faut soutenir, ils ont besoin d'amour, les gens. Ils ont besoin de soutien et de bienveillance. Ils n'ont pas besoin qu'on les... Mais là, en plus, là, ce que tu fais, en fait, qu'en prenant leur bagage, c'est tout simple, mais finalement, tu mets fin à la précarité. Une forme de précarité, leur précarité avec le bagage. Ben, c'est-à-dire... Tu mets leur sécurité, leurs affaires. Ouais, mais déjà, le nombre de gens qui sont piqués des choses quand ils ont leurs affaires avec eux dans la rue, il y en a qui nous racontent des choses, et même ceux qui ont la bagagerie, mais qui n'ont pas compris que, par exemple, les papiers, c'était mieux de les laisser dans le casier pendant la nuit et de les reprendre le lendemain. Alors ça fait des manipulations, mais combien qui seront piqués leurs papiers pendant la nuit, ou leurs affaires. Bon, voilà, donc déjà ça... et puis ensuite, un SDF qui a son sac à dos un peu cracra sur le dos, ou sa tente à la main, ou son truc, c'est écrit ici SDF. Alors que si tout ça est à la bagagerie, il y en a qui sont très corrects, enfin qui sont très propres, on voit pas. Et d'ailleurs, autour de nous, quand on marche dans les rues, on a plein de SDF qu'on ne voit pas. Parce que, voilà, s'ils ont trouvé un endroit pour mettre leurs affaires ou autre. Et donc, avec ça, ils peuvent aller, il y en a pas mal, par exemple, je me rappelle très bien un type qui s'appelait Philippe, qui m'a dit, je pouvais jamais aller à la bibliothèque de Beaubourg. Du jour où j'étais à la bagagerie, j'ai pu poser mes affaires et j'ai pu rentrer à la bibliothèque. C'est un type qui était très cultivé, il passait son temps à lire, et voilà. Et ça lui faisait à la fois un endroit où être au chaud, et puis des choses à voir et à lire, etc. Donc ça change beaucoup de choses, pour vraiment... Et puis il y a aussi ceux qui sont un peu isolés dans leur coin, et malgré tout, il y a 52 casiers, tous les jours, matin et soir, il y a entre 20 et 30 personnes, et ils se font des copains, et il faut voir, il y a des relations d'amitié incroyables à la bagagerie, et puis aussi avec nous, les ADF, quoi. Comme tu as vu le quartier évoluer depuis 30 ans, depuis que tu es là, c'est quoi ton impression sur cette évolution du quartier? Globalement ou sur les SDF? Non, globalement, on a inclus les SDF, bien sûr. Les SDF, il y en a toujours autant, si ce n'est plus. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a plutôt plus. C'est horrible. C'est horrible. Là, maintenant, la bagagerie se trouve où? Alors, la bagagerie, elle a déménagé plusieurs fois. On est d'abord sur la terrasse, ensuite on est allé dans des bâtiments de chantier, sur le chantier du Forum, le temps de trouver un local. Et on a fini par trouver un local au 15 rue Jean Lantier, donc avec un bail de 12 ans reconductible. Donc voilà, ça c'est bien. Bon, Elisabeth, je vous remercie beaucoup. C'est formidable comme expérience.